Dimanche 22 septembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Les enjeux, défis et perspectives d'une souveraineté énergétique du Niger étaient au centre hier d'une conférence publique organisée par le Cercle d'action, le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne, le CIRAC, en collaboration avec le ministère en charge de l'énergie. Il s'agissait donc d'une rencontre d'échange et de partage d'expériences sur cette problématique assez importante pour le Niger dans cette ère de souveraineté. La conférence a été animée par d'éminents experts, notamment l'ingénieur Sungeza Omoru, le professeur Tinga Abdoulaye ou encore le professeur Albert Wright. Vous suivrez d'ailleurs en partie magazine de cette édition l'intervention de ces deux derniers, à savoir le professeur Tinga Abdoulaye et Albert Wright, dans leur exposé introductif à cette conférence publique. Je vous propose donc, avant de suivre l'intégralité des interventions du professeur Albert Wright et du professeur Abdoulaye Tinga, le résumé de cette conférence animée hier donc au niveau du Grand Hôtel de Niamey avec nos reporters Ibrahim Abdou et Sadou et Adam Soumana plutôt. Échanger autour de la problématique de la souveraineté énergétique du Niger à travers ses enjeux, défis et perspectives, tel est l'exercice auquel invite par la présence le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC l'ensemble des acteurs concernés par la dite question. Conscients qu'aucun développement n'est possible sans énergie, les experts en la matière se voient ainsi amenés à partager leurs expériences pour trouver les voies et moyens permettant une indépendance énergétique du pays, une des préoccupations du CIRAC. Devant les innombrables défis qui interpellent la nation nigérienne en ces moments décisifs de l'histoire de notre pays, il nous faut en effet nous donner la main les uns les autres. Il faut que les actions de la société civile accompagnent et renforcent l'effort gouvernemental. C'est lorsque tous les fils et filles du pays, acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, œuvreront dans un mouvement d'ensemble fécondant, dans une compréhension partagée de notre destin commun et du besoin d'œuvrer dans la synergie, l'amour de la patrie et la cohésion, que nous relèverons efficacement tous les défis, quels qu'ils soient, et que nous assurerons un meilleur avenir pour nous et les générations futures. Cette conférence est la troisième. La première, organisée en janvier 2024, a porté sur l'analyse historique des défis et enjeux de la souveraineté en tant que concept et en tant que déterminant essentiel, existentiel. De cette première conférence fondatrice, une deuxième conférence en mars 2024 sur la souveraineté monétaire s'est tenue et nous voici aujourd'hui réunis pour la participation à cette importante conférence sur la souveraineté énergétique. Si la monnaie est le nerf de toute guerre, y compris la guerre pour la paix et le développement, l'énergie est indispensable, elle est primordiale pour le progrès des nations et le bien-être des citoyens. Développer le secteur énergétique est l'un des soucis majeurs des plus hautes autorités du pays, d'où les nobles attentes à l'issue de ces échanges, a souligné pour sa part la ministre en charge de l'énergie. À l'issue des réflexions et des échanges entre les différents acteurs, des conclusions pratiques seront dégagées pour nous conforter dans notre élan de conquérir pleinement la souveraineté énergétique, pour mettre avec option nouvelle la diversification des partenaires et la valorisation de notre énorme potentiel en énergie fossile comme renouvelable. Dans son suivi, les exposés des panélistes ayant porté sur les fondamentaux et mesures, la situation énergétique du Niger, l'état des lieux, enjeux et défis de la souveraineté énergétique, ainsi que les propositions et conclusions. La pertinence du thème a conduit à de riches échanges qui pour des contributions, qui pour des questions d'éclaircissement ayant fait l'objet de réponses claires et nettes de la part des conférenciers. Le rhumatisme, on en parle depuis quelques jours ici au niveau de la télévision Labari. C'est cette maladie qui s'attaque aux articulations du corps humain. C'est une maladie qui est assez fréquente ici au Niger. C'est pour cela qu'au niveau de la rédaction de la télévision Labari, on en parle depuis quelques temps. Vous avez notamment suivi la définition de cette maladie du rhumatisme. Aujourd'hui, nous vous proposons davantage cette maladie. Il s'agit notamment des symptômes de celle-ci. C'est avec la spécialiste en la matière. Il s'agit de Dr Fanata Moussa. Concernant les symptômes, là, ça va dépendre du type.
ça va dépendre du type. Quand je suis devant une arthrose, évidemment, la symptomatologie diffère. Et quand je suis devant un rhumatisme inflammatoire qui soit aigu ou chronique, là aussi, la symptomatologie diffère. Les symptômes typiques, c'est que c'est un patient qui va venir, qui se plaint de douleurs, soit articulaires, avec ou sans gonflement, des douleurs musculaires, qui soient aiguës ou chroniques, avec ou tuméfaction, des douleurs articulaires, comme par exemple au niveau de l'épaule, dans le cadre des tendinites. Donc, ce sont surtout ces symptômes-là qui amènent les patients à consulter. Ces patients viennent, j'ai mal, ils vont décrire le type de douleur, la localisation, et maintenant, quitte au médecin d'aller voir de quoi il s'agit exactement. Mais généralement, c'est la douleur avec ou sans gonflement. Et 2 fois, dans certains cas, c'est la réduction de la mobilité. On a parlé de ces pathologies dégénératives comme l'arthrose. Pour faire le diagnostic de l'arthrose, c'est surtout la radiographie. À la radiographie, on constate le pincement. Donc là, absolument, quand le malade vient, on pense à ça. On fait une radiographie pour vérifier. Si c'est dans le cadre des rhumatismes inflammatoires, par exemple dans la goutte, il y a le dosage de l'acide urique. Après le bilan inflammatoire, bien sûr, qu'il y a un bilan, on parle d'une douleur inflammatoire. Le marqueur spécifique, c'est surtout on fait le dosage de l'acide urique pour voir, dans ces cas, le taux est généralement élevé. Bien que la phase de début, pendant la crise, le taux d'acide urique peut être normal, mais ça, ce n'est pas dans tous les cas. Mais absolument, on doit faire le dosage de l'acide urique pour faire le diagnostic. Ça, c'est le rhumatisme aigu. Pour la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, après le bilan inflammatoire qu'on demande pour faire le diagnostic, ça dépend de la phase aussi. Donc, en phase de début, il y a les anticorps, comme on a eu à le dire, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune. Donc là, il y a le dosage des anticorps qu'on peut faire pour poser ce diagnostic. Pour la polyarthrite rhumatoïde, il y a les anticorps qui sont spécifiques, comme les anticorps anti-CCP, qui sont disponibles à l'hôpital. Les facteurs rhumatoïdes peuvent accompagner le diagnostic renforcé et en même temps, c'est un facteur pronostic. Les anticorps antinucléaires permettent de faire le diagnostic des autres types de rhumatisme inflammatoire, comme les connectivites, par exemple. L'antigène HLA B27, par exemple, est un examen aussi qui permet de renforcer aussi le diagnostic. Ce n'est pas spécifique, mais quand on l'a, ça renforce le diagnostic et ça a aussi un effet pronostic. Donc, ces genres d'examens, on peut les faire. Il y en a qui sont disponibles à l'hôpital, mais il y en a qui ne sont pas encore disponibles, mais qu'on espère que bientôt on peut les avoir. Voilà, vous savez donc désormais tout sur les symptômes du rhumatisme, cette pathologie qui attaque les articulations. Volet reportage dans ce journal, nous allons dans ce volet reportage partir à la découverte d'une des espèces de la flore de la région de Dosso, dans le département de Gaïa notamment. Il s'agit du rognier très présent dans cette zone et qui fait l'objet d'une protection spéciale par les services des eaux et forêts. Et puis cette plante, donc le rognier, vous le savez, elle contribue significativement aux conditions de vie des populations de cette zone. Partons donc à la découverte donc, de cette plante le rognier avec notre reporter Ismaël Moumouni qui était récemment dans cette zone. Grand palmier de la famille des Arécacées, le rognier est à la base de la création de Koutumbu, un village aréwa situé dans la commune de Djindjou, département de Gaïa. Cette plante a monopolisé les heures de pâturage de ce village. Les rogniers sont très utiles, voilà pourquoi ils sont sollicités au quotidien par les habitants de Koutumbu. Dan nan karkarar Kutumbu babu icin da ke ta unhani kwabtan ta babu abin da bamu da shi muna yin daki da shi muna yin ruwa da shi in ya faɗo ƙasa kuma taki ne
Le renier est un genre de palmier très important pour nous. Les feuilles peuvent être comme du fumier. On l'utilise pour faire des hangars, des chaises, des bancs, des civières, des bois de chauffe et même de la construction. En dehors de sa tige et de ses feuilles, les fruits du renier sont également très sollicités par les habitants de Kutumbu car faisant partie de leur régime alimentaire. Le fruit du renier est également d'une importance capitale. Il dispose de noyaux juteux, une fois mûre aussi, sa chair devient sucrée et si la noix est ensevelie, elle devient du tubercule aussi très apprécié, d'où la protection dont il fait montre. Le renier, cette plante aux longues feuilles, en éventail et aux grappes serrées de fruits, est une bénédiction pour les habitants de Kutumbu, d'où leur engagement non seulement à assurer sa protection, mais aussi à favoriser sa multiplication à travers sa plantation. Nous en venons donc à la partie magazine. Elle est consacrée, comme je vous le disais, aux interventions de 2 des 4 panélistes de la conférence publique organisée hier au niveau du Grand Hôtel de Niamey par le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC sur les enjeux, les défis et les perspectives de la souveraineté énergétique de notre pays. Il s'agit donc des interventions du professeur Tenga Abdoulaye et du professeur Albert Wright que nous proposons donc de suivre en partie magazine de ce journal. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Mettre mon expérience à la portée de mes compatriotes pour qu'ils puissent profiter pour les uns, pour les autres, peut-être qu'ils connaissent déjà. Le concept de ce matin, thème souveraineté énergétique du Niger, enjeux, défis et perceptibles, est un sujet très brûlant parce que les gens chuchotent sans dire ce qu'ils pensent. Nous voudrions ici que chacun dise ce qu'il pense et non pas le dire dans le salon. Il faut dire clairement ce qu'on a dans le cœur parce que ça nous concerne tous. Et vous allez voir que l'énergie régule notre vie. L'énergie, nous le connaissons sans le connaître. Mais l'énergie nous connaît. En effet, l'homme primitif a toujours lutté pour sa quiétude, son bien-être et son bonheur. Pour y parvenir, pour ce faire, son intelligence et son génie créateur ont été mis à rude épreuve. Dans cette quête perpétuelle, je dirais, de conditions de vie plus agréables et de communautés plus grandes dans les communications, dans les transports, l'énergie a joué un rôle crucial en permettant à l'homme d'atteindre toujours ses objectifs. La conquête du feu par l'homme, source inépuisable d'énergie. Vous allez voir pourquoi je dis ça. A été l'élément déclencheur de tous les appétits de suprématie de l'homme sur la nature et les autres êtres. Le charbon est à l'origine
de la première révolution industrielle, le charbon que nous avons à Sakaldama. Ce charbon-là a permis à l'homme de se développer. Pourquoi? Parce que avec ce charbon, l'homme a pu fabriquer des centrales nucléaires à charbon. Et en Europe, aux États-Unis, etc., des centrales ont surgi à charbon. Ça pollue l'atmosphère, mais les gens s'en foutent. C'est leur développement d'abord. Il n'y a pas de pollution. Les gens oublient la pollution. Évidemment, des inventeurs ont fait que le charbon est servi à autre chose qu'à des centrales. Et la machine de Watt, James Watt, 1769, a permis de développer les transports ferroviaires. Donc, les gens ont pu se déplacer pour amener le charbon d'une usine à l'autre, etc. Le train. Mais d'ici, d'autres sources ont été découvertes, en particulier le pétrole. Et dans le pétrole, on a pu fabriquer d'autres sources qui nous aident encore. L'essence, on a pu fabriquer et exploiter le gaz. On a vu surgir aussi des centrales hydrauliques, l'eau. Eh bien, tout ceci est à l'origine de la deuxième révolution industrielle en Europe et dans le monde. Parce que à l'époque on dit Europe, c'est le monde entier. Mais ces deux révolutions ont donné à l'homme de voir que des gens se comportent mieux. Et ce comportement, cette aisance, ne se lit pas seulement en Europe, ça se lit en Afrique, en Océanie, etc., etc. Ces deux révolutions industrielles ont surtout montré à l'homme la place de l'énergie. C'est à ce moment que l'homme a réfléchi, dire si j'arrive à faire tout ceci, c'est grâce à quelque chose. Cette chose-là, c'est l'énergie. Depuis, c'est devenu un enjeu mondial. Tout le monde veut l'énergie. Sans énergie, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas se développer. Alors, il faut chercher l'énergie où ça se trouve, partout dans le monde. En particulier, les pays qu'on appelle sous-développés, qui ont des richesses immenses. Et nous, on est victimes de cela. Parce qu'on a l'uranium, on a le charbon, on a autre chose encore. Donc il faut nous faire la guerre. Il faut tuer sans discernement. Et nous sommes là à attendre. C'est quand on tue le parent de quelqu'un qui réagit. Tant qu'on touche à ses parents, il s'en fout. Excusez-moi le terme, il s'en fout. Et de nos jours, les nations les plus puissantes sont les nations qui ont dompté l'énergie sous toutes ses formes. Ces nations-là ont utilisé l'énergie sous toutes ses formes. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de formes. L'énergie a beaucoup de formes.
Et de ces formes-là, il y a une forme que tout le monde aime, c'est l'électricité. Alors, je disais que en cherchant les sources énergétiques, les nations fortes, entre guillemets, parce que nous sommes faibles, on n'a pas l'énergie. Ces nations fortes sont prêtes à nous faire la guerre parce que nous avons les ressources qui permettent d'extraire l'énergie. Tout à l'heure, dans la section 2, nous dirons les ressources que notre pays possède. Aujourd'hui, pour détourner les gens, on a trouvé des concepts, la pollution. On nous dit, le charbon du Niger ne peut pas être utilisé parce qu'il y aura, vous allez polluer l'atmosphère. On a créé des taxes carbone, tout ça pour nous distraire. Malheureusement, il y a des Africains qui sont tombés dans le panneau parce qu'ils aiment l'argent. L'argent est leur but. Eh bien, ils prennent les taxes carbone et autorisent des nations développées à polluer à leur place. Ce qu'eux, ils auraient pu faire, c'est eux, ils prennent l'argent et les nations fortes polluent l'atmosphère à leur place. On a trouvé au début un concept, le pollueur-payeur. Eux, ça ne les intéresse pas. Il y a le concept, pollueur-payeur, mais ils oublient ça quand ils exploitent nos mines. On salit partout sans payer. Alors que c'est eux qui ont amené le concept. Ce n'est pas nous. Pollueur-payeur. Nous n'avons pas un franc dedans. On nous prend les ressources comme ils veulent. Parce que nous sommes une nation faible. Eh bien, il faut réfléchir. Il faut que nous réfléchissions ensemble et qu'on trouve des solutions. On ne peut pas toujours coudi et puis oublier les autres. Que nos compatriotes qui sont omnibulés par le coudi, on les prenne, on les enferme. On les amène au front. Et ces gars qui leur donnent le coudi vont les tuer. Ils comprendront. Ils comprendront clairement ce que c'est qu'un pays. Un pays, ce n'est pas la Boussanino, non. Un pays, c'est plus que ça. Il faut que les Nigériens soient conscients que leur pays, il n'y a qu'un seul pays. Il n'y a pas deux. Alors, le changement climatique, on a inventé le concept changement climatique. On a trouvé le concept pollution. Et l'environnement, on oublie carrément l'environnement dans nos conversations, on oublie l'environnement. Alors, je disais, je l'ai écrit, l'énergie est à la base de tout développement économique, culturel et social. Donc, lutter
contre la pollution, contre l'utilisation de l'environnement, pour nous, pour le moment, c'est en deuxième plan. Ce que nous voulons, c'est d'abord l'énergie. On verra après. Alors, après cette brève introduction, nous allons faire de l'académie. On va parler de l'énergie. Cher à certains amis, c'est quoi l'énergie? Que renferme le vocable énergie? Pour le physicien que je suis, l'énergie existe dans notre univers. Qu'est-ce que j'appelle univers? C'est le monde habité. Le monde entier habité, c'est ça notre univers. Eh bien, l'énergie existe. Pourquoi? Dans notre univers, nous avons deux types d'objets, la matière et le rayonnement. La matière et le rayonnement. Ces deux objets, ces deux types d'objets ont une propriété commune qui est de transporter l'énergie. Or, si on consulte les livres religieux, on se rend compte que la matière et le rayonnement étaient avant l'homme. L'homme est venu après. Donc, c'est quelque chose qu'on a trouvé sur Terre. Voilà pourquoi certaines phrases, il faut les modérer. Vous allez voir lesquelles. La physique, qui est une science de la nature, étudie uniquement la matière et le rayonnement. Toute la physique étudie que ces deux objets-là. La physique a plusieurs branches. Et une des branches, la thermodynamique, est dédiée à l'énergie. C'est la branche qui s'occupe de l'énergie. La rupture illégale et criminelle de l'approvisionnement électrique du Niger, intervenue en 2023 en violation par le Nigeria des engagements internationaux qui nous liaient dans ce secteur, a servi de déclic et d'éveil de la conscience populaire sur l'importance stratégique de cette ressource vitale. Et donc, nous voyons que l'énergie est un facteur incontournable pour la marche d'un territoire en matière de défense du territoire, en matière d'alimentation, puisqu'il faut de l'énergie pour restaurer la mise en œuvre des techniques de production des cultures, d'accroissement des rendements, tout comme de celles de conservation des produits alimentaires post-récolte. En matière de santé, puisque la prise en charge avec efficacité des patients exige la disponibilité de plateaux techniques performants qui vont faciliter non seulement la formulation de bons diagnostics, mais aussi l'exécution avec davantage de précision d'actes médicaux délicats. En matière de qualité de vie, j'entends par là la capacité locale de production et de mise à disposition de tous les matériels de la vie courante qui assurent notre confort quotidien, éclairage, cuisine, communication, ordinateur, téléphone, climatisation, etc. Et donc, les interventions précédentes ont bien illustré le besoin de conquérir notre capacité de production interne d'énergie pour couvrir tous ces besoins. Il y a cependant des défis. C'est sur ces défis que je vais particulièrement insister. Je pense que Sogué Oumar a déjà donné les efforts qui sont fournis pour
tenter de répondre à la demande nationale, penser à la production de l'électricité dans une perspective d'exportation à long terme serait aujourd'hui une option capitale pour le Niger, qui a le privilège de vivre dans une zone très ensoleillée. Chercher aussi à améliorer les performances du sous-secteur électricité, élaborer un schéma directeur de production afin d'asseoir aussi un cadre légal, réglementaire, propice au développement du sous-secteur, additionner à l'accroissement de la capacité de production locale électrique l'aide du mixte énergétique. Ce sont des technologies aujourd'hui qui existent et qui sont disponibles. Favoriser la création de bureaux d'études qui pourraient accompagner les efforts de la Nigélec. Encourager la promotion du secteur privé pour suppléer à l'incapacité de l'État à répondre à toutes les sollicitudes. Porter la capacité de production de notre électricité à des puissances plus importantes. Faire du Niger un exportateur de l'énergie électrique dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Couvrir l'ensemble du territoire national en électricité en acceptant la contribution de l'électricité hors réseau de Nigélec qui serait fournie par des opérateurs privés titulaires de réseau et ayant la capacité financière d'assurer un surplus de production. Aujourd'hui, le Niger compte une université dans chaque région, 3 instituts universitaires de technologie à Maradi, un IUT, à Tawa, Zender, 2 universités islamiques, Niamey et Saï, une école des mines, de l'industrie et de la géologie, héritée de la CEAO en 1997. Néanmoins, pour valoriser la capacité d'intervention de ces universités dans la relève de notre efficacité économique, il faudra remettre fondamentalement en question le contenu de nos enseignements. Les résultats scolaires cumulés sur plusieurs années montrent, et c'est très inquiétant, une nette tendance des élèves nigériens à déserter dans la quasi-totalité des lycées du pays les classes d'options scientifiques et techniques. Je ne vais citer qu'un exemple, celui de la session de bac 2021. En 2021, il y avait 73 070 candidats ayant affronté le baccalauréat pour les séries classiques des lycées A4, A8, D, C et E. Seulement 15 944, arrondissons à 16 000, voyez-vous, 73 000 et puis 15 000 admis. Ça veut dire que nos usines sont des écoles, sont des industries scientifiques de l'échec, des industries intellectuelles, je vais dire, de l'échec. Parce que sur 80 000 candidats, on n'a que 16 000 admis. Et sur ces 16 000, on va trouver 12 000 littéraires, administratifs, langues, histoire, géographie. Donc, aucun potentiel de participation à la productivité industrielle. Pour la productivité industrielle, le Niger a besoin de former une quantité de cadres des séries scientifiques qui s'affichent dans nos lycées avec les classes de C et de D. Aujourd'hui, le lycée national de Niamey, avec 1400 élèves environ, ne compte qu'une seule classe de terminale C avec à peine une vingtaine d'élèves. Un bon lycée de grande renommée comme Kouara n'a plus de terminale C. Dosso, c'est la même chose. Dosso, Soga, il n'y a pas de terminale C. Maradi, le lycée d'excellence a une terminale C avec un faible effectif d'une vingtaine d'élèves. Et avec cela, on est en train de rêver de valoriser notre uranium et faire de centrales atomiques. C'est pourquoi je me plais à dire, ou j'ai la tristesse de dire,
que si vous faites une centrale atomique, moi je quitte le pays, parce que dans la semaine qui va suivre, on va éclater. Ça va éclater. Voyez-vous, en 2021, il y avait seulement 103 terminales C sur 80 000 élèves qui ont obtenu le bac. Et les élèves qui s'étaient présentés étaient au nombre de 202. Pour tout le Niger, 28 millions d'habitants. Et en série E, qui est la série où on attend voir provenir des techniciens de technologie qui travaillent avec leurs 10 doigts, pas avec la craie au tableau. En série C, en série E, il y avait 26 admis sur 50 pour tout le Niger. Alors, et c'est en train de diminuer, c'est en train de s'aggraver la situation. Nous avons créé des universités et nous sommes incapables d'équiper les laboratoires de manipulation. Alors donc, nous formons tous les effectifs, en réalité, des scientifiques que nous formons au Niger. Ce n'est pas vrai, ce sont des cols blancs. Ils ne savent pas démonter des moteurs, ils ne savent pas scier, souder, forger, usiner des pièces. Et c'est dramatique, même pour avoir la capacité technique de maintien des équipements que nous achetons de l'extérieur. D'autant plus qu'actuellement, nous sommes tributaires de ces équipements dans plusieurs zones de développement de capacités technologiques. On a des équipements qui viennent de Chine, qui viennent d'Europe, qui viennent d'Inde, qui viennent de Pakistan. Et il faudrait à ce moment-là, si ces équipements ne sont pas accompagnés par des techniciens experts en la matière, dès que l'un de ces équipements est en panne, eh bien, la productivité d'électricité s'arrête. Ce sont les types de difficultés que Nigelec a eu à affronter. Alors, Nigelec aussi, lorsqu'elle fonctionne, cette société a beaucoup de difficultés à rentabiliser sa production électrique. Parce que l'effectivité de la contribution de la distribution électrique dans un pays ne peut s'affirmer que si l'usine qui fabrique l'électricité arrive à se maintenir en capacité de fonctionnement financier. Tandis que là, la gestion financière de Nigelec est très difficile parce que les plus grands consommateurs d'électricité, c'est l'électricité domestique. Le substrat industriel du pays s'est complètement effondré. Et pourtant, la première république de Diori Hamani et Boubou Hama, ils avaient quand même pensé à l'avenir en mettant en œuvre une politique de substitution des produits industriels importés, en mettant en action des activités comme pour l'arachide avec la Sonara, pour les cuirs et peaux avec la SNCP, pour la production de produits céramiques, des carreaux, des briques cuites, Sonicéram, Sonipla pour le traitement du plastique, cimenterie pour le bâtiment, fabrication métallique, Sonifam, Sonitan, société de tannage, Bras Niger pour le coca, les bières, les Fanta, Sico Niger pour le traitement, Sico Niger, Sepani pour le traitement de l'huile, fabrication d'huile d'arachide, Sonitextile pour le tissage du coton, etc., etc. Donc le premier gouvernement, il faut le reconnaître, avait opté pour une politique industrielle basée sur le modèle de la stratégie de substitution aux importations. Et c'est ainsi que les premières cibles de l'investissement dans le domaine de l'industrialisation étaient les biens de consommation, notamment les produits alimentaires transformés, les boissons, les textiles, les chaussures, etc. L'État avait aussi créé les premières unités industrielles de transformation de produits locaux. Alors, dans ce cas, quand on dispose d'un substrat industriel, c'est en fait ces industries-là qui constituent le poumon de l'économie d'un pays, en même temps qu'elles stabilisent la demande énergétique,
ce qui permet à la société productrice de ne pas connaître des you-you dans l'encaisse de fonds au moment de l'apport de sa clientèle. Bon, il faut dire que pour mettre en marche, il faudra qu'on revoie cela, pour réussir à mettre en marche ce substrat industriel sans lequel le développement devient un leurre. Il a fallu aussi accompagner ces industries par des moyens de financement à travers la création de la Banque de développement, la BDRN, la Caisse nationale des crédits agricoles, la Caisse des prêts aux collectivités territoriales, la Société nigérienne de crédit automobile, le Crédit du Niger, etc. Je pense que c'est tout cela qui a été détruit au moment où les conseillers de l'extérieur sont venus nous précipiter dans les PASS, programmes d'ajustement structurel, autour des années 1980. Alors, notre obéissance à ces injections extérieures, à partir de 1983, avec l'adoption des PASS, ont porté un coup terrible dans le secteur économique, tout comme d'ailleurs dans le secteur de l'éducation-formation. En effet, les crédits qui avaient été alloués à l'enseignement supérieur ou à des centres comme dans celui que j'ai travaillé, l'ONEXOL, pour la fabrication de systèmes fonctionnant à l'énergie solaire, ces crédits ont été coupés et on a vu aussi bien dans notre faculté des sciences qu'à l'ONEXOL ou à l'INRAN pour la production agricole, on a vu des chercheurs qui étaient là assis, ça a été mon cas, dans le bureau à lire le Sahel, parce qu'il n'y a pas de crédit de fonctionnement pour mettre en œuvre la recherche-développement. Alors, pour conclure, on va dire que le but de la présente conférence, organisée par le CIRAC, ce n'était pas d'apporter des solutions. On ne peut pas, dans une salle, porter des solutions. On peut simplement faire des suggestions sur lesquelles il faudra mûrir la capacité de mise en œuvre. Ce n'était pas donc d'apporter des solutions à la problématique de la souveraineté énergétique, mais plutôt d'apporter des informations, ce qu'a fait Songaizé avec... en dépeignant très succinctement, il est vrai, la contexture des entreprises utilisateurs d'énergie et la capacité de production de Nigélec. Et notre pays, on va dire, en ce moment, se trouve à la croisée des chemins, après la remise en question de toutes les politiques élaborées avec la survenue du coup d'État de juillet 2024. Et 2023,